Salut! Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement l'application Windows Zoner Photo Studio. Alors Zoner Photo Studio, c'est un gestionnaire complet de photos et vidéos perso. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement la partie import, son module d'import qui permet de transférer des photos et vidéos perso depuis une carte mémoire vers un ordinateur, un PC Windows. Euh, Le gestionnaire de Zoner Photo Studio, il est plutôt sympa. Je lui préfère personnellement l'application Windows Digicam. Mais pour ce qui concerne l'import, je trouve que c'est un des meilleurs. En tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs que j'ai pu tester, Zoner Photo Studio, pour les transferts de photos et vidéos. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. J'ai une carte mémoire sur laquelle sont stockées des photos et vidéos perso là, que j'ai pris tout à l'heure pour faire le test. Je l'insère simplement dans mon ordinateur. Donc en fonction du paramétrage de votre ordinateur Windows, vous pouvez avoir des choix de proposer à l'insertion d'une carte mémoire ou d'une clé USB contenant des photos ou vidéos. Si Zoner Photo Studio est installé, vous aurez le choix dédié qui s'appelle Get Pictures, avec le petit logo comme celui qu'on voit ici là, de Zoner, qui permet de directement basculer dans le module import de Zoner Photo Studio. Si vous ne le voyez pas ou vous l'avez loupé parce que ça disparaît au bout d'un petit moment, les propositions de choix d'import de Windows, vous pouvez tout simplement ouvrir manuellement l'application Zoner Photo Studio, voilà, avec le raccourci, et ensuite vous allez dans Menu, la première ligne, je ne me tente pas à le dire parce que je crois que c'est de l'anglais. D'ailleurs, toute l'application est en anglais. Voilà, c'est le petit bémol. Ensuite, vous allez ici sur la fonction Import. Je clique un coup. Voilà. Et Zoner a tout de suite détecté la bonne source. Vous voyez, il a détecté que c'était mon périphérique D qui contenait des photos et vidéos. Et donc, elle s'affiche directement ici sous forme de petite miniature. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qui fait que l'application est vraiment sympa au niveau de l'import. On va voir toutes les petites options proposées. Alors, on a déjà la possibilité de choisir le dossier source. Ici, on peut parcourir vraiment son ordinateur et choisir la source. Ici, il m'a détecté directement ma carte mémoire, donc c'est parfait. Mais le fait de pouvoir choisir précisément son dossier source, ça peut être pratique quand parfois on stocke sur un même périphérique, je pense à un smartphone par exemple, à la fois des nouvelles photos qu'on vient de capturer, qui sont souvent dans le dossier qui s'appelle DCIM caméra, et à côté on peut très bien avoir des photos qu'on peut mettre dans un dossier qui s'appellera par exemple mes photos, et qu'on ne souhaite pas retransférer vers l'ordinateur. Donc avec ce petit bouton là, on peut choisir directement un dossier spécifique à transférer. On a une petite option ici qui s'appelle Include Subfolders, qui veut dire donc inclure les sous-dossiers. Donc souvent il faut la cocher, voilà, ou alors seulement si vous savez ce que vous faites, vous décochez. S'il y a des sous-dossiers dans le dossier principal, les photos qui sont à l'intérieur de ces sous-dossiers, photos et vidéos, seront transférées également. On a la possibilité de copier automatiquement ou de montrer l'import automatiquement quand la source est dispo. À vous de voir. Alors moi perso je n'utilise pas ces fonctions, je laisse décocher. Target, autant source ça veut dire c'est les mêmes mots qu'en français, donc c'est les dossiers sources, les fichiers sources. Autant target, donc faut le savoir, ça veut dire cible. Donc là, on va pouvoir définir le dossier cible. Et là encore, c'est plutôt sympa parce qu'on va avoir des options qui vont nous permettre de créer des sous-dossiers. Et notamment, ce qui peut être bien, c'est de créer, pour les photos et vidéos, c'est de créer des sous-dossiers qui vont être nommés automatiquement en fonction de la date de prise de vue des photos. Donc en admettant qu'on a pris des photos le mois dernier, par exemple, et des photos ce mois-ci, et qu'on transfère les photos seulement maintenant, on peut, si on le souhaite, demander à Zoner de créer automatiquement un dossier, par exemple, pour le mois de mai aujourd'hui, et il y aura un autre dossier pour le mois d'avril, dans lequel se trouveront automatiquement les photos du mois d'avril. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est avec cette option là, Create Subfolders,
La ligne au-dessus, là, je suis passé, mais c'est l'endroit, le dossier principal où on va mettre nos photos. Donc sous Windows, le dossier principal, il s'appelle souvent Pictures pour les photos, donc ça veut dire images. Voilà. Et moi ici, j'ai choisi de faire un sous-dossier principal qui s'appelle Import pour mettre tous les imports, en tout cas pour le test d'aujourd'hui. On peut cliquer sur ce petit bouton-là pour parcourir. Browse, ce qui s'affiche, là, ça veut dire parcourir. Donc on crée des sous-dossiers. Ici, on a ça s'appelle un masque, ça veut dire que avec ce petit code là, avec Y, ça veut dire que l'année va s'afficher en premier dans le nommage du dossier, du sous-dossier, et ensuite on aura le mois. On peut ajouter manuellement avec le clavier de l'ordinateur des petits séparateurs, un point, un petit tiret, etc. Et on peut ajouter, en cliquant sur ce petit triangle là, d'autres données, d'autres valeurs, comme par exemple, là on avait l'année, le mois, on va mettre le jour par exemple. Hop, day, c'est en anglais encore une fois. Voilà. Et on peut mettre un petit trait par exemple entre l'année, le mois, le jour, ou on peut ne rien mettre du tout entre tout ça. Voilà. Donc on peut aller plus loin sur le détail de nommage des sous-dossiers, en rajoutant l'heure, les minutes, les secondes. Bon, généralement, moi mes sous-dossiers, je mets juste l'année et le mois. Voilà, toutes les photos et vidéos du même mois sont dans le même dossier. Après on peut mettre un petit point pour séparer, pour que ce soit plus clair à lire, ou un petit tiret. Voilà. Un petit peu plus dessous, là, on voit Automatically Add Information. Alors ça, c'est plutôt pratique aussi. Si on veut ajouter des informations, alors là, ça va être des métadonnées, ça s'appelle, metadata. Des métadonnées qui vont être inscrites, si je ne me trompe pas, via le standard IPTC. Donc c'est un standard qui fait partie qui peut être utilisé avec les photos numériques. On va pouvoir ajouter par exemple un titre. Alors je sais pas, je peux appeler ça, je sais pas, voilà, pas d'idée. Aujourd'hui, on peut mettre un auteur, moi par exemple, un copyright, des mots-clés si on veut, on peut mettre par exemple chat, etc., etc. Voilà, ça peut se faire tranquillement après avec l'application vraiment de gestionnaire de photos qu'on souhaite utiliser. Mais si on veut directement que ces informations-là soient écrites au moment du transfert, c'est possible avec Zoner. Voilà, on peut choisir de renommer automatiquement les fichiers. Alors ça c'est bien, enfin je trouve. Vous voyez les photos prises avec des appareils photo numériques, elles ont souvent des noms un petit peu bizarres. Ça peut s'appeler P, IMG, vous voyez, P10, 202, 278. Moi je préfère qu'elles aient comme nom la date et l'heure de prise de vue. Je trouve ça plus intéressant. Donc ça se passe ici avec l'option Rename ici. Et comme pour les sous-dossiers, tout à l'heure j'expliquais le masque avec les codes, la Y, M, D, etc. On peut faire la même chose pour les images. Et là il va falloir aller un petit peu plus loin que les années et le mois, parce que sinon on va se retrouver avec des doublons. Parce qu'on a souvent plusieurs photos prises durant le même mois ou même durant la même heure. Donc moi personnellement je mets l'année, le mois, le jour, vous voyez j'ajoute comme ça là, l'heure, les minutes et même les secondes, voilà, pour vraiment qu'il y ait un minimum de doublons. Ça peut encore arriver même à la même seconde, parce qu'il suffit qu'on utilise deux appareils différents pour prendre deux photos au même moment. Je sais pas, je pense par exemple à un anniversaire, au moment où une personne souffle ses bougies, on va être avec deux appareils, deux personnes souvent, à prendre une photo au même moment, donc à la même seconde. Donc là, on pourra avoir des doublons. Mais Zoner s'occupera de numéroter le doublon en ajoutant des petits chiffres à la suite du nom principal. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On peut demander à faire en sorte que tout soit en minuscule ou tout en majuscule ou ne pas changer. Bon, moi je mets souvent tout en minuscule. Bon, là ça n'a pas d'importance pour les chiffres. Voilà, on peut demander d'enlever les accents, d'enlever les espaces, etc. Donc il y a plutôt pas mal d'options.
On descend un petit peu. Une autre option pas mal pour les photos verticales, par exemple comme celle-ci, là, la deuxième. Euh, donc les photos verticales, on peut soit demander à Zoner de tout de suite les tourner dans le bon sens en se basant sur la petite information de la métadonnée EXIF. Tout à l'heure, je parlais d'IPTC pour les petites informations, la titre, auteur, etc. EXIF, c'est un autre standard de métadonnées qui sont inscrites dans les photos au moment de la prise de vue. Et notamment, on a l'information de positionnement de l'appareil photo. Si on a pris la photo à la verticale ou à l'horizontale, c'est inscrit dans le fichier image. Et du coup, on peut dire à Zoner de tourner les images automatiquement. Voilà, donc ça, moi je le fais personnellement. Voilà, ensuite, dans les petites options sympas, sur la gauche ici, si vous souhaitez, comme moi, séparer les photos et vidéos dans des dossiers différents, par exemple, bon, moi dans mon usage perso, j'ai un dossier photo import et à côté j'ai un dossier vidéo import et je sépare bien les deux. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. Il y en a qui aiment bien avoir les petites vidéos à la suite des photos quand il s'agit du même mois ou du même événement. Alors moi, je sépare les deux. Et Zoner nous permet d'automatiquement séparer les fichiers en fonction du type. Et ça se passe ici, là, dans Filter Listing. Le bouton JPG, ça va, si on clique dessus, ça va seulement, alors quand c'est noir, hein, parce que là je l'ai désappuyé, en fait, je l'ai décoché. Je rappuie dessus, j'enlève les autres, je les éteins, tac, voilà. Et du coup, je vais avoir uniquement les photos JPEG d'afficher. Si j'ai un appareil photo numérique qui prend des fichiers, des photos au format RAW, là, RAW, je peux pareil filtrer et afficher seulement les photos RAW. Et dernière option pratique, je peux uniquement afficher les fichiers vidéo. Donc là c'est marqué MOV, MOV qui est un type de conteneur de certains fichiers vidéo, mais même si vos vidéos sont dans un autre format, MP4 pour un des plus connus, ça sera quand même sélectionné. Voilà. Vous voyez, là j'affiche seulement les vidéos et je vais pouvoir transférer uniquement les vidéos. Donc là pour le test, je coche tout. Voilà, tout est affiché. Bon, ici on a une petite option juste qui permet d'afficher plus ou moins grand les aperçus, les miniatures. Voilà. On peut, si on le souhaite, cocher uniquement les photos qu'on a envie de transférer. Ou sinon, on peut tout sélectionner d'un coup ou tout désélectionner d'un coup. Voilà. Et enfin, les derniers boutons qui permettent de lancer l'action de transfert, ça va être soit le bouton copie, et dans ces cas-là, ça sera juste une copie des fichiers qui va être faite, ou le bouton mauve, et dans ces cas-là, ça va être un déplacement. Ça va être d'abord une copie des fichiers, et ensuite un effacement des fichiers sources. Donc moi perso, je fais ça, quitte après à remettre les photos une fois qu'elles sont retouchées, renommées, etc., les remettre sur smartphone notamment, pour avoir un visionnage des photos sur mon smartphone. Mais tout ce qui est fichier source, généralement je transfère et je supprime une fois le transfert terminé. Donc si vous voulez faire comme ça, c'est le bouton mauve. Voilà. Donc là on a fait le tour des options, de la plupart des options de Zoner Photo Studio. C'est pas le sujet forcément de la vidéo, mais au passage je vous dis que Zoner Photo Studio c'est aussi une très bonne visionneuse de photos quand on ouvre les photos depuis l'explorateur Windows. Donc quand on double-clique sur un petit fichier photo qui se trouve directement dans un dossier de l'explorateur Windows, on peut utiliser la visionneuse Zoner Photo Studio qui est plutôt pas mal. Voilà, il y a des petits inconvénients à Zoner Photo Studio. Bon, déjà, elle est en anglais, mais avec la petite vidéo, j'espère que ça va aider à faire le principal, à l'utiliser. Il faut un compte pour s'y connecter, mais c'est vraiment rapide, hein. Vous voyez ici, je suis connecté avec un compte avec mon adresse mail. Quand vous lancez l'application et que vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez pas l'utiliser. On vous demande de créer un compte. Vous tapez votre mail, votre adresse mail.
Vous surveillez votre boîte mail, ça peut être des fois dans le dossier spam, ça m'est arrivé. Euh, Vous cliquez sur le lien que Zoner vous envoie. Là, on vous demande un mot de passe, donc un mot de passe pour, euh, pour le nouveau compte Zoner. Ensuite, vous revenez dans l'application, une fois que le compte a été validé, et puis vous tapez votre mail, votre mot de passe que vous venez de créer, et vous serez connecté directement à Zoner, et vous pourrez utiliser l'application. Voilà, donc c'est un tout petit point noir. Le plus gros point noir maintenant, c'est que cette application, elle est plus gratuite. Mais il est encore possible d'utiliser la version précédente, qui est celle que j'ai là aujourd'hui, la version 18, qui elle est gratuite et toujours disponible au téléchargement. La nouvelle version, elle s'appelle Zoner Photo Studio X. Et celle-ci, la version X, elle est donc payante. Il y a juste une version d'essai, mais on ne peut pas continuer de l'utiliser avec des fonctions limitées. Ce qui est le cas pour cette version 18. On a pareil une version d'essai de toutes les fonctions complètes au départ, et au bout d'un certain temps, je ne sais plus combien de temps, on passe en version gratuite limitée. Mais la version gratuite limitée, elle nous permet quand même d'utiliser toutes les fonctions d'import et les fonctions de visionnage dont je parlais tout de suite. Donc il ne faudra pas oublier quand vous allez sur le site, alors soit vous achetez l'application évidemment si elle vous plaît, la nouvelle version, mais si vous voulez la version gratuite 18, vous descendez un petit peu plus bas quand vous êtes sur la page de téléchargement du site officiel, et vous avez Download Older Version, qui veut dire donc télécharger les versions plus anciennes. Et là vous pourrez choisir, avec le petit menu là, Zoner Photo 18, et vous cliquez sur Download Older Version. Voilà, on a fait le tour de Zoner Photo Studio. A plus!